Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Christian Porte, journaliste indépendant. On va parler du journalisme, on va parler de son métier, on va parler effectivement de pourquoi il a choisi le journalisme. Et puis, on parlera également des Fiancés de Fontainebleau, un livre qu'il a écrit, du moins une suite de livres. Et il va vous en dire un petit peu plus. Bonjour Christian. Bonjour Philippe. Alors, tout d'abord, peux-tu nous parler de ton parcours, Christian? Oui, j'ai commencé dans la presse il y a très longtemps. J'ai commencé dans la presse avec le quotidien du médecin, lancé par Philippe Tesson il y a bien des lustres. Et puis, chemin faisant, je suis rentré comme correspondant pour un journal régional. Et au sein de ce journal régional, qui était le Républicain de l'Essonne, j'ai mené toute ma carrière jusqu'à rédacteur en chef. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es journaliste indépendant, ce qui veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel organe de presse. C'est ça, mais déjà à une époque, alors que j'étais encore au Républicain, j'ai été le correspondant de l'AFP sur 2 départements, le correspondant du Figaro, donc j'ai une vieille habitude. Et aujourd'hui, effectivement, je suis journaliste indépendant, ce qui me permet de choisir pour qui je travaille. Alors, on peut dire également journaliste d'investigation. Ah oui, aujourd'hui, je suis journaliste indépendant d'investigation avant tout. Alors, journaliste d'investigation, ça veut dire quoi en fait? Tu es un petit peu un fin limier. Comment se passe une journée type de ton travail? Hein, fin limier, je sais pas. Je suis pas l'inspecteur Colombo non plus, mais journaliste d'investigation, c'est sur des sujets qu'on choisit qui nous intéressent. Et on essaye d'aller chercher, entre guillemets, la vérité derrière ces affaires. Le journaliste d'investigation, aujourd'hui, c'est effectivement des gens qui vont essayer de trouver la vérité qu'on veut pas nous donner. Et c'est facile de la trouver cette vérité ou au contraire c'est un écueil aujourd'hui? Alors, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on se méfie de tout. Bon, pour cette affaire de Fontainebleau dont on parlera tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis sur cette affaire. Ah oui, en effet, ouais. Donc, 30 ans que je suis sur cette affaire en travaillant à côté. Je n'ai pas passé 30 ans à attendre dans cette affaire. Mais depuis 30 ans, je suis sur cette affaire comme sur d'autres affaires. Et il était une époque où je suis l'un des premiers à avoir rencontré Fourniret, alors que personne ne savait qui il était. Ouais. Donc, tu as une certaine expérience, on va dire, de toutes ces affaires judiciaires qui sentent pas très bon aujourd'hui, quoi. Oui, on a de la chance ou de la malchance dans l'Essonne où j'ai travaillé pendant 35 ans, d'avoir eu quelques beaux faits divers bien retentissants. Je commencerai par le plus vieux, qui est la disparition de Ben Barka. C'est pas d'aujourd'hui. On a eu le baron Empin, on a eu le gang des postiches, et j'en passe et j'en oublie. Hein, donc, et Est-ce puis qu'on dans cette, est-ce qu'on a fait et puis appel dans à cette- toi également pour faire des films ou des documentaires? Alors on fait appel à moi de temps en temps pour que je vienne apporter la bonne parole, si je veux dire, ou suggérer des pistes, parce que dans ce domaine de l'investigation judiciaire, la réalisée dépasse toujours la fiction. Ah oui. On, les films, les séries policières qu'on voit à la télé ou ailleurs sont une représentation des choses, mais généralement la vérité est bien pire que ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à être journaliste? J'ai toujours été intéressé par ce qui se faisait, et quand je suis rentré au quotidien du médecin, c'était mon premier job, donc ça m'intéressait. À l'époque, le quotidien du médecin, c'était le premier quotidien médical français. Il n'en existait pas d'autre, donc il y avait une espèce de challenge intéressant. Et puis après, quand je suis rentré comme correspondant du Républicain de l'Essonne, puis après du Val-de-Marne aussi, ce qui m'intéressait, c'était de suivre la vie locale. L'Essonne, l'Essonne a été créé dans les années 70. Le département n'existait pas. Il était réparti sur l'ancienne Seine-et-Oise. Et ce qui m'a trouvé intéressant, c'est qu'il y avait tout à faire dans l'Essonne. Construire la ville nouvelle, construire le département, lui donner une identité. On n'avait pas tout ça. Et ça m'a passionné de suivre ça j'ai eu l'impression de vivre l'histoire en direct. Ah oui, oui, oui. D'être l'acteur dans l'activité, quoi. D'être un acteur ou un témoin privilégié, comme on veut. Hein. Donc, alors après, les faits divers, pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'on a eu, comme je le disais, de grosses affaires dans l'Essonne, que ça devenait intéressant.
C'était une rubrique. Aujourd'hui, on parle d'investigation, mais j'aurais pas fait ancien combattant. Mais en d'autres temps, on appelait ça la rubrique des chiens écrasés. C'était ce qu'il y avait de pire pour les journalistes. Comment tu perçois, Christian, aujourd'hui on va dire, l'écosystème journalistique? Je le perçois pas vraiment parce que ça me semble, il n'y a plus de contrôle. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le journaliste, je me dis des fois, si j'étais encore journaliste mais dans un média donné, comment on fait aujourd'hui du journalisme avec des gens qui balancent en permanence sur les réseaux sociaux des informations qui viennent de n'importe où, n'importe comment, qui sont fausses, qui sont vraies. C'est très compliqué aujourd'hui. Un journaliste d'investigation, c'est d'abord sur Internet faire le tri de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit aujourd'hui. Oui, puis c'est avoir le temps de pouvoir effectivement fouiller, vérifier les sources, etc. Ça prend du temps pour avoir une petite information, ça peut prendre des mois, des années, on ne sait jamais. Je prends l'exemple du livre dont on va parler. Cette affaire date de 33 ans. Elle est prescrite aujourd'hui. Il y a eu plus de 10 ans d'enquête. C'était en 88, donc ça fait du temps. Et aujourd'hui, alors que l'enquête n'a pas abouti, puisque ce triple crime, triple meurtre n'a pas été décidé, j'ai des gens qui aujourd'hui viennent me contacter 30 ans après pour dire « Ah mais moi j'ai peut-être quelque chose à dire », alors qu'ils n'ont jamais été dire aux gendarmes. Donc il faut aussi compter sur la chance. Les gens savent qui ont des choses à dire peuvent peut-être retrouver la personne à qui ils veulent le dire. Donc Internet, ça a aussi facilité un certain anonymat quand on vous envoie des informations. Il faut être patient. L'investigation va être patient et c'est pas Jacques Pradel qui me dira le contraire. Ah bah oui. Ouais, tout à fait. On a tous en mémoire. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je regardais l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel, et c'est vrai que ou l'écouter sur la radio, c'est vivant. Quand on rentre à l'intérieur même, effectivement, des histoires. Alors, parlons justement de ce livre ou de cette suite de livres, Les fiancés de Fontainebleau. Rappelle-nous les faits, en fait. Alors, à la Toussaint 88, un jeune couple, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet, tous deux âgés de 25 ans, décident d'aller se promener en forêt de Fontainebleau. Ils ont passé le week-end chez les parents qui habitent Bois-le-Roi. Ils décident d'aller faire une balade. Il fait très beau comme aujourd'hui. Donc ils prennent leur petit chien Dundee, qui est un petit berger des Pyrénées. Ils prennent un petit sac à dos avec de quoi se restaurer le midi et ils partent en forêt de Fontainebleau pour faire une balade le long du Géron. On est donc le 31 octobre 1988 et ils disparaissent, on les revoit pas. Le soir, les parents les attendent, ils sont attendus chez des amis. Pas de nouvelles, commencent un peu à s'inquiéter. En fait, les parents font la tournée des hôpitaux comme souvent. On n'a pas de nouvelles, personne ne les a vus, personne ne sait où ils sont. Ça va durer comme ça pendant 2 mois. Pendant 2 mois, les gendarmes qui sont chargés de l'enquête vont arpenter une partie de la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire du côté du plateau du Coquibus, à la limite entre Milly-la-Forêt et Arbonne-la-Forêt, à la limite entre le département de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Donc on arpente, il va y avoir une battue organisée en forêt de Fontainebleau, la plus grosse battue jamais organisée jusqu'à présent. Il y a 800 personnes qui y participent. Vous vous rendez compte ? 800 gendarmes, militaires, gardes républicains qui ratissent un secteur. On ne trouve rien. Mmh. Il y a aucune trace du couple qui a disparu. Et 2 mois et demi après la disparition, le 10 janvier 89, des chasseurs qui sont sur la piste d'un sanglier blessé avec leur chien découvrent à un endroit donné, la mare aux joncs, ça s'appelle, le lieu dit la mare aux joncs, découvrent les 2 corps et le corps du chien. Or, il se trouve qu'à cet endroit-là, les gendarmes étaient passés. Et pourquoi ça m'a intéressé ? Parce que j'étais passé avec ces gendarmes au même endroit 2 mois plus tôt, et 2 mois plus tôt, il n'y avait rien. Ce qui veut donc dire que les corps avaient été déplacés, et là, le triple meurtre prend une dimension tout à fait différente. Et là, donc, tu décides, toi, d'écrire le premier livre sur les fiancés de Fontainebleau à partir de quand ? Le premier livre doit dater, je n'ai plus en tête exactement, je crois que c'est dans les années 2000 ou 2003, 2005 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le premier que j'écris. On n'a pas tous les éléments, on a un certain nombre de choses, ça va pas très loin. Par contre, à ce moment-là, les gendarmes ont interpellé un individu, un jeune individu qui est mineur au moment des faits,
qu'il présente comme étant le tueur. Il y a une instruction qui va durer jusqu'en 2010, où il y a un procès aux assises et où les assises acquittent le jeune homme. On n'a rien d'autre, il n'y a pas d'éléments matériels, on n'a aucune preuve matérielle, c'est juste sur des éléments un peu clairsemés que les gendarmes se sont fait de cette idée-là. Sauf qu'il y a un problème qui va déjà se poser, c'est que les experts balistiques avaient dit que le couple avait été tué par 2 tireurs selon des angles différents. D'accord ? Mhm. Et là, devant les assises, on se retrouve avec un gamin de 17 ans. Ah ouais. Deuxième question, il y a plus rien. Voilà. Ce qui fait que l'erreur judiciaire ne s'est pas commise, heureusement. Faute d'éléments, il est acquitté. C'est tout simple. Hein. Acquitté, tout simple. Sauf que à partir du moment où il y avait un acquittement sur ce jeune homme, ça ne veut pas dire que l'affaire était terminée, puisque celui qu'on nous présentait, c'était pas le bon. Il fallait repartir à chercher le bon, ce qui nous manquait. Et à ce moment-là, les parents décident de déposer une plainte en disant, puisque c'est pas Cédric le coupable, faut que vous nous trouviez, on dépose une plainte, constitution de partie civile. Et à ce moment-là, le parquet d'Evry, en la personne de M. Laurent Davenas, procureur de la République, décide qu'on arrêtait l'affaire. L'affaire est classée. Ah, c'est fou. L'affaire est classée. Ah ouais, c'est fou déjà. Là. Ah oui. L'affaire est classée. Pendant 10 ans, personne ne fait rien. On arrive à la prescription. Aujourd'hui, l'affaire est prescrite. Tous les témoignages que j'ai recueillis, ils ne servent même plus à rien, puisque la procureure de la République d'aujourd'hui, à qui j'ai saisi en disant attention, j'ai ça et ça, m'a dit c'est prescrit, on peut plus rien faire, dégager, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, Christian, après réflexion, tu te dis que il y avait un loup derrière tout cela ou Alors il y a un loup énorme, Philippe, parce que il y a tellement. Dans cette affaire, il y a un tas de pistes qui n'ont jamais été suivies jusqu'au bout. Mm-hmm. Les gendarmes, alors, la piste, je vais t'en citer quelques-unes, à proximité de l'endroit où on a retrouvé les corps, les terroristes qui avaient ensanglanté Paris dans les années 85 avaient planqué des poubelles avec des explosifs, de l'argent. Est-ce que le couple est tombé dessus? Pourquoi pas? On peut se poser la question. Ouais, ça peut être une éventualité, ouais. Ça peut être une éventualité. Gilles Naudet ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un des fils d'Ali Moubarak, le président égyptien. Alors il se trouve que je découvre que le président égyptien a une maison de campagne, on va appeler ça comme ça, une maison de campagne à côté de chez les parents de Gilles Naudet. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas erreur de cible? Est-ce qu'il n'y a pas un commando, c'est à l'époque où Moubarak était bien déstabilisé en Égypte, est-ce qu'il n'y a pas un commando qui a voulu faire le fils Moubarak? Deuxième piste. Mm-hmm. C'est quand ça commence à devenir intéressant quand même. Ah bah oui, oui, totalement, ouais. Il y a un certain nombre de pistes. Alors, pour les uns, c'est les chasseurs, pour les autres, c'est les braconniers. Tout le monde se dénonce, tout le monde se renvoie la balle au machin. On s'aperçoit que dans les expertises qui ont été faites, on commence déjà à parler de l'ADN, mais on est en 88. On en est qu'au début de l'ADN. Mm-hmm. Il y a des expertises qui sont faites sur des ADN qui ont été prélevés sur l'endroit où on a retrouvé les corps. C'est ni l'ADN des victimes, ni celle de proches qui auraient pu être impliqués. On ne sait pas à qui elles appartiennent. Mais on ne va pas chercher à qui elles appartiennent. Alors qu'à l'époque, il y avait 42 chasseurs qui participaient à cette opération. Il suffisait de faire les 42 prélèvements et on savait qui c'était. Et ben ça, on n'a pas fait parce que ça coûtait trop cher à l'époque. Ah oui. Il n'y a jamais eu de reconstitution, ça coûtait trop cher. Et toi, dans dans la suite des livres, justement, tu avances, tu élucides des choses. Voilà, le premier livre, c'était je posais le décor et je posais plein de questions. Le deuxième livre, je rappelais les grandes affaires et je rentrais dans des choses que j'ai découvertes. Par exemple, Cédric dit, passe des aveux, passe 4 frappés d'aveux, si j'ose dire. Et dès qu'il arrive chez le juge, il dit, on me les a escortés, c'est des gendarmes. Alors bon, c'est connu, hein, l'histoire, on reconnaît des choses, et puis après on dit, c'est la police ou c'est les gendarmes qui m'ont forcé la main. Alors il se trouve, les gendarmes disent, nous on n'y est pour rien, comment on aurait pu, on connaît pas cette affaire. Je
parle des gendarmes de Montpellier où il a été arrêté, parce que les gendarmes de Paris connaissent l'affaire, parce que c'est ceux qui en sont en charge. Les gendarmes de Montpellier qui sont soupçonnés d'avoir forcé la main à Cédric disent nous on peut pas, on n'est pas au courant, machin, etc. Et je démontre que les deux gendarmes qui ont gardé Cédric quand il était en garde à vue à Montpellier ont tous les deux prétendu ne jamais avoir affaire à ces dossiers, alors que 6 mois avant, les deux ont travaillé sur ce dossier. Intéressant quand même. Curieux. Oui, très intéressant, ouais. Et puis on a le suicide du responsable de l'ONF dans ce secteur, qui était là dès le départ dans cette affaire, qui se suicide. C'est le témoin numéro 1, il se suicide. Mais les gendarmes ne le mettent même pas dans le dossier, on le dit à personne. Et le premier jour de l'audience des assises, le président Verlaine dit « Appelle ce monsieur ». Et il découvre qu'il est mort depuis 6 ans et qu'il s'est suicidé 6 ans avant. Pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt? Bah oui. Et le pire, on voit venir à la barre, donc lors du procès, un collaborateur de ce responsable de l'ONF qui s'est suicidé. Le type nous explique que son chef, donc celui qui s'est suicidé, lui a dit à un certain moment, alors qu'on n'avait toujours pas retrouvé les corps, prends les clés de la maison forestière où il y a ton collègue, va voir si on ne trouve pas les corps dans la cave. Attendez, vous vous rendez compte? Le type de l'ONF qui dit à son collègue, va chercher les clés qu'on voit si les corps sont pas là. C'est ce qu'il avait comme information. Et il y a un autre agent de l'EDF qui a écrit une lettre de sa propre initiative en disant qu'il jure devant Dieu qu'il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit dans cette affaire. On ne sait même pas où sont J, on ne sait même pas qu'ils ont été tués. Et là, Christian, l'affaire, elle en est où maintenant? L'affaire, elle en est aujourd'hui qu'elle est prescrite, donc on peut plus faire grand-chose. Je peux espérer que le coupable ou les coupables se dénoncent sur leur lit de mort, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. De toute façon, ils ne risquent plus rien puisqu'on ne peut pas les poursuivre. On ne peut plus les poursuivre. Le seul objectif, c'est qu'on sache qui l'a fait pour que les parents puissent commencer leur deuil quelque part, parce que pour l'instant, les parents ne savent toujours pas ni pourquoi ni comment leurs enfants ont été tués. Et alors, ces livres ont été tirés à combien d'exemplaires? Je sais pas. c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Il faudrait demander à l'éditeur, pour le dernier par exemple, j'ai pas d'idée. Et tu sais, bien sûr, tu sais qui sont tes lecteurs, mais je veux dire, effectivement, ce sont des gens qui sont des journalistes également, ce sont des gens qui s'intéressent à ce genre d'enquête, ce sont des fans de polar. Il y a de tout, je vais te donner un exemple. Cette affaire, ça fait 20 ans que quand je croise des gens, il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai entendu parler de cette affaire ». Et au début du mois, pas plus tard, je vais prendre un exemple récent, pas plus tard qu'au mois de décembre, avec Jacques Pradel, on a été faire l'ouverture d'un salon de polar dans le Nord, à côté de Lille, et on a fait l'ouverture sur une conférence débat sur l'affaire de Fiancé de Fontainebleau par rapport à la sortie du livre. On est dans le Nord, on est à 500 km d'où ça s'est produit. Hein. Tu vois bien la localisation. La salle était pleine. Ah ouais. On a fait une conférence devant une salle comble. Des gens qui disaient ah oui, j'ai entendu parler, et les gens sont aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se situe. J'ai lancé une pétition il y a quelques mois maintenant pour demander l'imprescriptibilité des crimes de sang et des viols. Compte tenu des progrès de la médecine, compte tenu des progrès de la police scientifique, on est capable aujourd'hui d'identifier des coupables très longtemps après. Le meilleur exemple, le grêlé dont tu as dû entendre parler, qui a été arrêté il y a 2-3 mois, ça fait 35 ans qu'il est couru après. D'accord. Et il a été arrêté, il a été identifié 35 ans après parce que d'un seul coup, son ADN a flashé avec d'autres ADN. Oui, en fait, ce qui permet aujourd'hui de résoudre des affaires ou de trouver des points clés, c'est l'ADN. C'est l'ADN et puis d'autres progrès de techniques policières. Un exemple auquel on pense pas mais qui est hyper important, le bornage des téléphones. Ah bah oui. À l'époque des faits, si on avait pu borner le téléphone, on savait qu'il était dans le coin. Ah bah oui, c'est des preuves infaillibles, ça. Bien sûr. Et alors, tu vas comprendre aussi le fond de cette histoire très compliquée quelque part. C'est que l'une des deux parties de chasse organisées ce jour-là dans le secteur où les fiancés de Fontainebleau ont été assassinés,
c'est une chasse privée qui appartient au marquis de Ganay. Marquis de Ganay, qui était un proche de la famille de Valéry Giscard d'Estaing. Et on se trouve dans cette partie de chasse avec des notables, avec des élus, avec un député, avec des industriels de haut niveau, qui complique un peu les choses. Ouais, tu veux dire qu'il pourrait y avoir eu effectivement en fait une histoire derrière tout cela en fond, en trame, une histoire politique. Il peut y avoir une histoire politique, ou même plus basiquement, il peut y avoir un accident de chasse, mais comme ce sont des gens de la haute société, on fait en sorte qu'on n'y arrive pas, qu'on ne vienne pas pointer du doigt. Imagine que ce soit monsieur, je sais pas, Dupont-Ducon, qui est industriel, connu mondialement, qui était impliqué ce jour-là. On a donné des instructions aux gendarmes. Il suffit de se rapporter à l'affaire Boulin pour savoir qu'on peut manipuler les choses. Ouais, un maquillage, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Un truc con, un truc qui dégénère, mais parce que la question qu'il faut se poser, on peut comprendre l'accident de chasse, le chien a un peu échappé à ses maîtres, il est sur le chemin dans les grandes herbes, c'est un jour de chasse, c'est le jour de chasse, l'ouverture de la chasse au gros gibier. Un chasseur confond le chien, on sait que ça existe régulièrement, que ça se passe régulièrement. On abat le chien et puis les propriétaires arrivent derrière. On s'explique, mais on tue pas deux personnes de sang-froid. Ouais, une drôle d'affaire quand même, hein, avec pas mal de zones d'ombre que tu as travaillé longuement. Moi, j'invite effectivement les gens à lire ce livre, hein, Les fiancés de Fontainebleau, parce que c'est haletant quand même, c'est palpitant, quoi. Je veux dire, il y a plein de points troubles. Oui, ça serait surtout, c'est ce que je dis souvent, c'est un super scénario pour un film, pour un grand film ou pour un film, pour un téléfilm. Hein. Ah bah oui. On a tout là-dedans, sauf la solution. Chacun peut imaginer la solution maintenant. Ouais, c'est ça, pour un bon polar, quoi. En tout cas. En tout cas, une histoire, je pense, qui laisseront pas inanimés les gens qui vont t'écouter, parce que je pense que ça donne envie de lire le livre. Ce livre, on peut le trouver partout, à la Fnac, chez Amazon, partout. Il est en vente chez les libraires pour ceux qui sont fidèles au réseau des libraires traditionnels, mais il est en vente sur Amazon, la Fnac, sur tous les sites internet qui vendent des livres. Il est en vente sur tous ces livres-là, sur tous ces sites-là. D'accord. Alors, je reviens à mes petites questions. Après, effectivement, avoir entendu le récit de ce livre, quels sont tes mentors, ou quels ont été tes mentors dans le journalisme? Moi, j'ai eu comme mentor Philippe Tesson, parce que je l'ai approché, j'ai travaillé avec lui, et puis, je vais être très honnête, Jacques Pradel. Je connais Jacques depuis très longtemps. Je trouve qu'il a fait un travail remarquable dans toutes les émissions qu'il a faites. Tu parlais tout à l'heure de Perdu de vue, mais quand il a animé l'heure du crime, c'était passionnant. Donc là, on a deux exemples de gens rigoureux, professionnels, intéressants, pas la grosse tête, comme certains autres de ce milieu dont je ne citerai pas en direct. D'accord. Au niveau du journalisme aujourd'hui, est-ce que tu penses par exemple sur l'investigation, est-ce que il y a pas un écueil non plus dans les écoles de formation? Ouais, vas-y. C'est clair que l'investigation n'est appris nulle part. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut apprendre l'investigation? Parce que l'investigation, c'est quoi? C'est la curiosité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être curieux de tout et de rien, d'être à l'écoute, entendre un truc en disant tiens, pourquoi pas ça, ainsi de suite. Par rapport à mes confrères qui font de la politique, du social, où c'est bien réglé, ou ainsi de suite, l'investigation, c'est jour et nuit, n'importe où, n'importe quand, et être curieux en se disant tiens, pourquoi, et puis surtout, toujours garder un œil critique sur ce qu'on fait. Nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des enquêteurs ni des magistrats. Je suis juste à la recherche de la vérité. Voilà, ouais, des chercheurs de vérité. Oui, est-ce que tu as reçu, dans ta carrière, est-ce que tu as reçu des intimidations, des menaces? Voilà, par écrit, par téléphone.
Physiquement, oui, c'est déjà arrivé un certain nombre de fois. D'accord. Et comment on réagit quand on est journaliste d'investigation et qu'on reçoit des menaces comme ça? En fait, on laisse couler les choses, les chiens aboient, la caravane passe. C'est ça, on essaye de pas faire de provocation non plus. Donc, faut prendre en considération. S'il y a des menaces, pourquoi il y a des menaces? Les gens qui font des menaces, quel est leur intérêt, quelle est leur implication? C'est ça qu'il faut trouver. Oui, et puis c'est souvent le fait de te faire taire, quoi. Oui, oui, ou d'intimider pour pas qu'on aille plus loin. Mais bon, si on choisit de faire du journalisme d'investigation, c'est qu'on a envie d'aller plus loin. Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est une véritable passion, ça devient un sacerdoce. Oui, c'est ça. Peut-être pas un sacerdoce, mais une passion. C'est passionnant de remonter, d'essayer de trouver la piste de la vérité. Ah bah oui. Oui, 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 oui. Oui, et puis je dirais qu'il y a une certaine adrénaline en plus. Oui, et puis moi, comme je le dis souvent, je ne mène pas ce combat par honneur pour moi-même, et je m'en fous. Je pense que par contre, il faut aider la justice à être une justice au service de tout le monde. Monsieur le Président de la République vient de lancer les États généraux de la justice. On a fait des propositions, il y a des associations qui font des propositions, tout est rejeté. Donc c'est encore un coup d'épée dans l'eau, c'est encore une opération médiatique. Mais quand on comprendra, moi j'invite les gens à se poser la question. Les parents d'enfants ou les gens qui ont perdu l'un de leurs proches dans des circonstances criminelles et qui n'ont jamais de réponse et qui ne savent jamais pourquoi, comment on fait. Ben moi j'invite les gens qui critiquent les journalistes à se dire, nous qu'est-ce qu'on fera à la place? Est-ce que heureusement qu'on a ces gens-là qui nous aident à trouver la vérité, parce que sinon comment on fait? Oui, et puis je pense qu'il y a journalistes et journalistes. Moi, je constate quand même que sur les chaînes d'infos, aujourd'hui, l'objectivité, qui est la règle d'or d'un journaliste, eh bien, elle est bien dépassée par la subjectivité. Les journalistes coupent la parole aux invités. T'as même plus le temps, effectivement, de s'installer, de pouvoir dire effectivement ce que tu as à dire. Donc, il y a une forme de journalisme quand même qui s'est installée et qui est pas nécessairement toujours très cordiale, quoi. Oui, moi, je veux dire, moi, j'appelle pas ça des journalistes, j'appelle ça des animateurs de télévision. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, ils sont un peu poker face, hein, c'est-à-dire que une information chasse l'autre, quoi. Hein. Tout à fait, c'est à la chasse du scoop, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où le nombre de gens qui font des films avec leur téléphone parce qu'ils ont été témoins de ça, c'est impressionnant, quoi. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on revienne à des réflexions de raison et que tout ne soit pas... De toute façon, à l'allure où ça va, comme tu dis, une information en chasse une autre, le soir, on ne sait même plus ce qu'on a entendu dans la journée. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis avec la multiplicité des médias, des mainstream, en fait, tu t'aperçois que c'est toujours le même robinet d'informations, c'est toujours la même info qui arrive, quoi. Oui, parce que on en est toujours tributaire. Ils font leur boulot correctement, c'est la suite qui va pas. Mais on en est toujours tributaire de l'agence France-Presse, généralement. Hein. Bah oui, ouais, tout à fait, oui, ou de retard, ouais. De retard. Donc c'est après l'utilisation, l'exploitation par des faits qui pose problème. Et je vais pas citer, je vais pas me faire des copains, mais c'est pas le problème. Je suis pas sûr que BFM soit le meilleur exemple de non-implication dans des idées qui ne sont plus journalistiques. Ouais, après c'est vrai que ça dépend aussi des lobbying et de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Hein. On sait que les médias en France appartiennent à 5 ou 6 groupes ou personnes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, on dit et tout le monde le dit. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, c'est les milliardaires qui contrôlent les médias. Hein. Bien sûr. Et je peux en parler en connaissance de cause, parce que quand j'étais au Républicain à la fin de ma carrière, au Républicain, c'était Serge Dassault qui en était le propriétaire. Ah oui. Bon, voilà, donc mais il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne à des bases plus saines, plus sereines, qui ne soit pas la chasse au scoop à tous les coups. Hein. Allez, je vais conclure cette interview avec la dernière petite question qui plaît beaucoup à mon auditoire. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ça les amuse, donc je te pose la question également. Moi, ça me va bien parce que c'est hors cadre de ce qu'on a l'habitude. Merci, Christian. Je t'en prie, c'est la vérité, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Je pense que c'est effectivement hors cadre des habitudes où on va plus au fond des choses
t'as pas ton idée reçue, donc t'es respectueux de ce qu'on peut te dire. Et ça me semble sur un bon ton, il y a aucun souci. Non, non, vraiment continue. Merci, merci. En tout cas, moi j'aime bien que les gens s'installent, qu'ils aient le temps de s'installer, donc de ne pas les couper, de pouvoir effectivement préparer quelques questions de trame, et puis après effectivement d'improviser aussi et au fur et à mesure de la conversation. Ouais, bah écoute, merci. J'espère que j'ai répondu comme tu le voulais. Ben, je pense en tout cas que tu nous as bien éclairé sur le métier de journaliste d'investigation, journaliste indépendant. Ça va peut-être donner des vocations à certains aussi qui nous écoutent, et puis à d'autres effectivement peut-être de vouloir continuer la conversation avec toi. Comment on peut continuer à discuter avec toi justement alors soit des fiancés de Fontainebleau, du livre, soit de ton métier, soit également effectivement de ce que tu as pu dire et peut-être de discuter et de rebondir sur ce que tu as pu dire dans cette interview. Donc quel est le canal? C'est effectivement les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux, oui, oui. Il y a plein de trucs. Et puis, je suis sur Facebook, donc les gens peuvent éventuellement me retrouver sur Facebook. Eh ben impeccable. Je te remercie vivement, Christian, effectivement, d'avoir apporté ta contribution aux experts. Et je te souhaite bon vent, comme on dit effectivement en Bretagne. Ok, bah bon vent à toi et puis à bientôt peut-être. Tout à fait. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé, donc parce que vous avez une histoire, parce que vous avez une passion, parce que vous avez un métier, parce que vous voulez défendre une idée, parce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur, eh bien n'hésitez pas à passer dans les experts cette émission de radio. Donc c'est simple, vous m'envoyez un petit mail à contact@libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Et je vous dis à demain, comme le disait Lucien Jeunesse sur France Inter. À demain, si vous le voulez bien. Et je suis toujours à la recherche d'un sponsor pour effectivement couvrir un petit peu les frais des experts. Donc n'hésitez pas également, si vous êtes une entreprise, à me contacter. À très bientôt et merci de votre fidélité.